Mindset dans mon entreprise, c'est de changer la vie des gens. Quand j'étais en bac électrotechnique et que j'ai fait mon premier CDI, je me suis rendu compte qu'au final, je changeais pas vraiment la vie des gens et que les métiers, il y avait pas forcément de possibilité d'évolution. Et du coup, en fait, l'investissement immobilier, pour moi, c'était quelque chose qui était ancré en moi. Les entrepreneurs qui disent que oui, je comprends pas, mon business ne marche pas, mais est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude, en fait? Moi, j'arrive dans ce métier-là, 23 ans, et au début, ils me disent, mais c'est quoi ce gamin? Tu t'es perdu, quoi? Qu'est-ce que tu vas me proposer, toi? Et du coup, en fait, j'arrive dans un métier, en fait, je comprends que ça va pas être facile. Beaucoup de gens parlent que du mindset, parlent que des habitudes, que faut que tu te lèves à 7 heures du matin. Prendre des douches froides, etc. Mais moi, franchement, ce qu'il y a de plus important, c'est... Jonathan, comment tu vas? Bon, bah écoute, ça va et toi? Écoute, ça va. La forme? On est content d'être là, hein? Bah franchement, on est bien, on a été bien accueillis, franchement. Ça fait un bon bout de temps qu'on voulait se poser et faire un petit échange ensemble. On a beaucoup de choses à dire. Mais déjà, avant de commencer, on va peut-être déjà parler de notre concept. Bien sûr. Hein. Donc ici, on est dans un podcast où on parle immobilier, on parle mindset. Et le but vraiment, c'est de vous apporter un maximum de valeur. Et donc là, je suis avec Jonathan aujourd'hui et on sera à deux sur ce podcast. Donc on aura aussi des invités qui vont venir au fur et à mesure. Mais le but d'aujourd'hui, c'est déjà de pouvoir se présenter, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on propose et comment en fait on va vous apporter de la valeur tout au long des prochains mois. Ok. Jonathan, dis-moi, qui es-tu? À ton honneur. Bon, tu me gênes un peu, mais bon, vas-y, je vais commencer à me présenter. Du coup, Jonathan. Jonathan, du coup, qui sort d'une formation dans l'électricité. Ouais. Donc, du coup, j'ai un bac électrotechnique. J'apprends des choses là. Voilà, j'ai un bac électrotechnique. Et après, du coup, ça le faisait pas pour moi. Et du coup, qui après accompagne les gens dans leur investissement immobilier à l'heure actuelle, depuis 7 ans. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça fait 7 ans maintenant que tu accompagnes les personnes qui investissent dans l'immobilier. Je crois que le neuf, plus précisément. Ouais, plus précisément dans le neuf. En gros, je suis expert dans tout ce qui est neuf, donc c'est-à-dire investissement pour son habitation principale, investissement donc sur sa réduction d'impôts, donc avec les différentes lois que en France on a. D'accord. Et puis voilà, j'accompagne les gens dans leur investissement immobilier. Est-ce que tu peux dire aussi quel âge tu as? Alors aujourd'hui, j'ai 28 ans. D'accord. J'ai 28 ans. Ok, tu es marié, tu as des enfants. Parle de toi, tu fais pas le timide. Non, parce que le but c'est que les gens sachent qui on est. Je suis un peu timide parce que c'est mon premier podcast, mais bon après ça va le faire, c'est avec les prochains, tu vois. Après, l'idée aussi, c'était de me développer un petit peu sur les réseaux parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que je fais, ne comprennent pas ce que je fais, ne savent pas comment, d'où mes voyages, en fait, d'où je sors mon argent. Mais en fait, c'est surtout dans l'accompagnement et que je travaille vraiment 7 jours sur 7 pour accompagner ces personnes dans leur investissement immobilier. Super. Voilà. Merci à toi, Jonathan. Du coup, à ton tour. À mon tour. Voilà, donc moi, c'est Gérald. Ouais. Donc j'ai 40 ans, je suis marié. J'ai 2 enfants, donc je suis conseiller en patrimoine maintenant depuis pratiquement 13-14 ans. Donc j'accompagne mes clients sur de l'optimisation fiscale. Je les accompagne dans l'investissement immobilier aussi, ancien, dans le neuf. Et pour les clients qui payent énormément d'impôts, parce que voilà, on sait que aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez récurrent. En tout cas, on aura le temps d'en reparler un petit peu plus tard. Donc voilà, j'accompagne les clients pour optimiser leurs impôts, optimiser leur placement, leur investissement. Donc pour ceux qui se demandent, voilà, j'ai de l'argent de côté, comment je peux investir, comment je peux placer mon argent, et je travaille aussi à former les gens sur l'éducation financière, donc de manière régulière. Donc j'ai des clients qui viennent me voir pour pouvoir être éduqués financièrement. Donc je fais des sessions aussi de formation pour les gens. Donc voilà. Tu m'en apprends aussi. Et du coup, c'est Ted qui m'avait parlé de toi. Oui. Voilà, notre client commun. Du coup. Big up à toi, Ted et Daf. Bisous à vous. Merci pour la connexion. Merci pour la connexion. Parce que ils ont vu qu'on échangeait les mêmes valeurs. Et du coup, ils se sont dit, pourquoi pas qu'ils se rencontrent. C'est quand même fou, ça. Parce qu'en fait, ils ont vu qu'on avait les mêmes vibrations. On se connaissait pas. Et du coup, ils ont dit, non, faut qu'ils se connectent, faut qu'ils se rencontrent. Mais c'est fou, parce que, justement, quand il m'a parlé de toi, il m'a dit, ouais, franchement, il y a un jeune, tu devrais absolument le rencontrer. Il fait l'immobilier comme toi, il est grave motivé, il a du mindset. En plus, il s'est battu pour nous, pour notre dossier, tout ça et tout. Et franchement, tu devrais rentrer en contact avec lui parce que je pense que vous avez pas mal
de points en commun, donc ce serait intéressant que vous puissiez vous rencontrer. Et franchement, je lui ai dit, bah, avec plaisir, j'ai pris ton numéro, je t'ai appelé, tu vois, on a direct même commencé à faire du business très rapidement, en fait, hein. Bien sûr. On a fait des choses ensemble parce que, en fait, le feeling, il est passé parce qu'on parlait le même langage. Le langage de l'immobilier, le langage des personnes qui sont déterminées et qui souhaitent justement apporter un maximum de valeur aux personnes autour d'eux. Bah, c'est ça le plus important. Moi, pour moi, personnellement, le mindset de mon entreprise, c'est d'apporter un maximum de valeur. En fait, c'est tout simplement, c'est changer la vie des gens. C'est ça. Moi, personnellement, quand j'étais en bac électrotechnique et que j'ai fait mon premier CDI du coup, à EDF, et que je me suis rendu compte qu'au final, je changeais pas vraiment la vie des gens et que les métiers, bon, il y avait pas forcément de possibilités d'évolution ou sinon avant très longtemps. Et du coup, en fait, l'investissement immobilier, pour moi, c'était quelque chose qui était ancré en moi. Mon père me l'a un peu inculqué. Il me l'a un peu inculqué, même s'il a pas fait énormément d'investissements quand j'étais plus jeune. Mais il m'a dit que voilà, vraiment, la pierre, c'était quelque chose qui changeait la vie des gens. Et une maison une maison fait que ça change la vie des gens. Que ça soit un investissement d'appartement, d'un investissement de maison. Tout change la vie des gens parce que les gens, ils sont endettés sur 25 ans. Donc forcément, en fait, les gens, même si c'est un sujet, les gens, ils ont peur, tu vois. Donc, c'est dire qu'ils ont besoin d'un professionnel qui les accompagne. Et bah, derrière, moi, j'étais là pour les accompagner. J'ai évolué ici avec eux. Parce qu'il faut savoir que je débute de zéro. J'étais pas du tout dans l'investissement immobilier de base. Ouais, tu m'as dit que t'avais fait des études d'électrotechnicien ou électricien, un truc comme ça. Voilà, électrotechnique. Ouais. Et du coup, bah, c'est ce qui a fait que, je suis arrivé de zéro. Donc, j'ai évolué avec ces personnes-là, ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Mais sans cette expérience-là, bah, du coup, que j'avais en partant de zéro, je pense que j'aurais pas peut-être autant apprécié, tu vois. Parce que je suis arrivé, j'apprenais avec les gens, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, au début, j'étais un peu en train de chercher un petit peu, voilà, ce que ça voulait dire ça, ce que c'était la loi, Vraiment, j'étais un autodidacte du début à la fin. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais de ton père et justement moi c'est mon père aussi qui m'a inculqué un petit peu cet amour de l'immobilier. Il a eu l'occasion parce que mon père il vient d'Haïti, donc voilà, il est arrivé en France, tout ça, il a travaillé, il a eu des petits boulots. Après il s'est lancé dans le bâtiment. Donc vu qu'il est dans le bâtiment, donc il avait cette visibilité directe sur les nouveaux logements qui se construisaient, tout ça et tout. Donc très rapidement il a eu cette envie d'investir dans l'immobilier. Donc il a commencé à le faire alors que tous les gens autour de lui il le déconseillait parce que tu sais quand t'arrives, tu viens du bled, tu sais t'as pas encore la carte française, on te dit ouais tu sais t'es pas d'origine française, si jamais tu investis en France, on va te renvoyer au pays, on va prendre tous tes biens, tu vois. Ouais. Déjà à l'époque, fallait déjà avoir du mindset, tu vois. Là on parle de mindset aujourd'hui, mais je me rends compte que mon père il avait déjà du mindset. Donc il a commencé à investir dans l'immobilier, il m'a donné cet amour de l'immobilier. Du coup, dès que j'ai eu mon premier travail, il m'a dit ouais, il faut absolument que tu ailles investir dans l'immobilier. Et à l'époque, franchement, c'est pas parce que j'avais du mindset que j'ai investi, c'est parce que mon père me mettait la pression en fait. mais franchement, cette pression qu'il m'a mise, finalement, ça a été hyper positif parce que ça m'a permis justement d'avoir en fait l'amour pour l'immobilier. C'est comme ça que moi aussi j'ai commencé même à l'accompagner sur ses propres investissements. Je l'ai accompagné, j'ai cherché des biens avec lui, j'ai cherché des terrains, des constructions. Et franchement, c'est quelque chose vraiment qui m'a forgé et qui m'a donné envie finalement d'aider les gens autour de moi. Donc j'ai commencé à aider des cousins, j'ai commencé à aider des amis. Et à l'époque, je le faisais gratuitement en fait. Je faisais gratuitement et c'est là que j'ai eu cet amour un petit peu pour l'immobilier. Donc j'ai eu l'occasion de faire des études à la base de compta. Tu vois, encore une fois, ça n'a rien à voir. Mais en parallèle, à chaque fois, j'étais toujours appelé par l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'après, je suis allé vers la gestion de patrimoine. Et finalement, j'y suis resté et j'ai fait évoluer un petit peu mon offre. Mais ça reste toujours autour de l'immobilier. En tout cas, l'immobilier est le fil rouge. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours dans la gestion de patrimoine? En gros, comment t'as commencé? Quels ont été tes résultats? Donc, du coup, des résultats qui étaient très intéressants. Et de ce que tu m'avais raconté, bah juste que tu vois, je voudrais que les gens te connaissent un peu plus et savoir aussi la valeur que tu as pu apporter aux gens sur tes presque plus de 10 ans de carrière, je crois. Plus de 10 ans dans l'immobilier. Voilà, donc, et dans la gestion de patrimoine, il faut savoir que le métier de gestionnaire de patrimoine, c'est un métier qui était très méconnu. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pensait que c'était uniquement les personnes qui étaient fortunées, parce que on disait gestionnaire de patrimoine, on disait en gros gestionnaire de fortune. Tu vois, on dirait que c'était à peu près la même chose. Donc tu rentres dans un métier où forcément
on t'y attend pas forcément. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans ce métier-là, j'ai 23 ans, 23 ans et demi, 24 ans, et je commence à proposer à des prospects des placements financiers, des choses comme ça. Et au début, ils me disent, mais c'est quoi ce gamin? Tu t'es perdu, quoi? Qu'est-ce que tu vas me proposer, toi? Et du coup, en fait, j'arrive dans un métier, en fait, où je comprends que ça va pas être facile. Donc, il a fallu que je fasse énormément de prospection. Il a surtout fallu faire ses preuves. Donc, pour faire mes preuves, comment j'ai fait? C'est que j'ai charbonné. Je faisais rendez-vous après rendez-vous. Quand je ne comprenais pas quelque chose, je prenais le temps. À l'époque, il y avait un bouquin qui s'appelait le Vademecum. Je sais pas si ça existe encore. Où il y avait tous les textes de loi, de fiscalité. En fait, je mangeais du Vademecum. Je regardais tous les textes de loi, de défiscalisation, tout ça et tout. J'essayais d'apprendre ça par cœur. Ça fait que quand je rencontrais le client, au plus, en fait, je faisais des rendez-vous. Et au plus, je commençais à avoir de l'expertise. Et du coup, les gens, ils commencent à t'écouter, à écouter ce que tu as à dire. Après, tu commences à signer un client, deux clients. Après, c'est le bouche à oreille. Après, c'est l'expérience qui parle. Ça va vite. Et qu'est-ce qui t'a démarqué, tu sais, de tous les autres gestionnaires de patrimoine? Parce que souvent, on parle des gestionnaires du patrimoine. Mais, par exemple, j'en discutais, tu sais, il y avait le salon, tu sais, franchise de l'immobilier, là, il y a pas longtemps. Et on me disait, voilà, un bon gestionnaire de patrimoine, c'est que c'est un bon gestionnaire du patrimoine ou un bon agent immobilier, fait entre 10 à 12 ventes par an. Voilà. Et toi, t'étais très loin de ces scores-là. T'étais très loin. Je pense que t'étais plus dans la trentaine, dans la quarantaine. Mais voilà, qu'est-ce qui te différenciait, en gros, quel était, en gros, le mindset que t'avais pour être beaucoup meilleur que, tu vois. Alors déjà, je tiens à préciser que déjà dans ce métier-là, je connais des mecs qui font des cinquantaines, même des centaines de ventes. J'étais loin d'être le best des best, mais ce qui m'a permis de performer, en tout cas dans cette activité-là, ça a été finalement le bouche à oreille qui a très très bien fonctionné. Dans le sens où quand un client, tu prends soin de lui, tu prends le temps de l'écouter. Parce que tu sais, il y a des fois, les gens, ils viennent juste pour vendre. Mais ils écoutent même pas le client. Et moi, en fait, je prenais le temps d'écouter le client, vraiment de répondre au mieux à ses besoins. Et quand le client il sent que tu as pris le temps de l'écouter et de répondre à ses besoins, automatiquement, il va t'envoyer une recommandation, le papa, le frère, la sœur. Moi, ça m'est arrivé d'avoir en fait en clientèle donc le frère, la sœur, les parents. Et même des enfants, c'est-à-dire que ils expliquent, voilà, mes enfants ils viennent d'avoir leur premier job, donc Gérald, est-ce que vous pouvez lui trouver son premier bien? Donc en fait c'est vraiment par rapport en fait à notre capacité d'avoir de l'empathie, d'être à l'écoute, qui va vraiment faire la différence en tant que conseiller. Franchement, c'est pas très difficile de réussir en tant que gestionnaire de patrimoine ou même dans d'autres métiers. Juste avoir cette écoute, l'écoute du client, écouter voilà les désirs du client, savoir ce qu'il fait vibrer, savoir aussi ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne veut pas entendre. Et à partir du moment où tu arrives à maîtriser tout ça, très franchement, ouais, tu vas faire des chiffres extraordinaires. Ouais, parce que moi, je pars du principe où quand un client veut acheter un bien, ou quoi que ce soit, hein, que ça soit une voiture, un bien, en fait, tu veux, il achète le commercial en premier. Bien sûr. Tu vois, il achète le commercial. C'est-à-dire que le commercial, s'il l'achète, le client peut acheter n'importe quoi. Vraiment peut acheter n'importe quoi. Moi, je fais partie des clients où j'achète le commercial. Vraiment. Moi, c'est pareil. C'est-à-dire que un mec, il peut me vendre une Porsche. Il vient avec une Porsche. Il me le vend mal. Ou en gros, il y a pas d'empathie, il m'a pas écouté dans mon discours et tout. Limite, je vais détester la marque, tu vois. Pourtant, c'est une très bonne marque, tu vois. Ouais. Alors que si le mec, il arrive, même avec une marque toute pourrie, je te jure, même avec un produit tout pourri, il vient, mais le mec, je le kiffe. Je sais pas pourquoi je vais vouloir acheter son produit, tu vois. C'est ouf ce que tu es en train de dire, parce que tu vois, quand j'ai eu mon premier CDI et que justement, je voulais investir dans l'immobilier, parce qu'à la base, c'était mon père qui m'avait obligé à le faire. Mais en vrai, moi, je me suis dit, j'ai mon CDI, en plus, je gagne bien ma vie, j'étais déjà à 3 000 € par mois, je me suis dit, bon allez, là, je vais faire la bringue, je vais m'acheter un bête de gamos. Mais avant d'acheter mon gamos, j'ai acheté mon bien immobilier. Ensuite, j'ai commencé à faire en parallèle le tour des concessions. Et j'arrive chez Mercedes, et voilà, ça c'était le coup classique. Ouais. On arrive chez Mercedes, bon, forcément, ils nous calculent pas, et quand on va le voir, en gros, tiens, prends le magazine, rentre chez toi, et finalement, le mec, je crois que je m'ai raconté en plus une anecdote qui est à peu près pareille. Et quand j'arrive chez Audi, le mec, en fait, dès que j'arrive,
Le mec, il cherche même pas à savoir d'où je viens, combien je gagne. Il m'a franchement accueilli. Il m'a déroulé le tapis rouge. Et c'est vrai que dans notre ego, nous on aime bien ça, tu vois, quand on nous déroule le tapis rouge, tu vois. Je sais pas, il a senti un truc. Et du coup, le feeling, il est passé direct. Il m'a fait signer une voiture à 40 000 euros. Je suis ressorti, j'avais un bon de commande. Parce que le mec, en fait, il a pris le temps de m'écouter. Il n'y avait pas de préjugés. Et c'est ce qu'on doit faire aussi dans notre métier en tant que gestionnaire de patrimoine. Il y a des clients que tu vas voir. Ils ont pas forcément un gros véhicule. Ils ont pas forcément des sacs de luxe ou des choses comme ça. Mais derrière, ils pèsent. Ils pèsent. Donc vraiment prendre le temps d'être dans la découverte du client. C'est-à-dire prendre le temps de discuter de qui tu es, d'où tu viens, quels sont tes objectifs. Et c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Bah oui, en fait, si tu veux, comme on dit, faut les connaître par cœur. C'est ça. Faut que limite ça devienne tes meilleurs amis. Parce qu'en fait, si tu veux, quand ça devient limite des amis, tes clients, parce que si tu veux, je parle le commerce en français, en base, il y a toujours une distance à avoir. Ouais. Et moi, ça m'a toujours dérangé, tu vois. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. De vous voyez le client, tu vois, tu sais, dans un premier temps, oui, tu peux vous voyez le client parce que vous vous connaissez pas. Mais au fur et à mesure que le rendez-vous il passe, le premier contact, je sais pas pourquoi, pour moi, faut que tu le tutoies. Après, je sais pas, ça c'est un choix parce que ça dépend. Moi, je sais qu'il y a des clients, parce que tu sais, tout à l'heure, là, quand il y a un client qui m'a appelé, j'ai vu il me fait un vocal WhatsApp, je vois qu'il me tutoie, c'est nouveau. C'est des clients avec qui on a l'habitude de se vous voyer. Mais quand un client me tutoie, bah, automatiquement, moi, je le tutoie, mais je me permets pas de tutoyer le client comme ça. Je pense que c'est au fur et à mesure. Ah non, c'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure que ça se fait et ça se fait naturellement. Mais moi, je pousse pas les choses. Si un client, il souhaite, me vous voyez, moi, j'ai des clients, ça fait, 7-8 ans que je suis avec eux, ils continuent à me vous voyez. Et d'ailleurs, j'avais donné l'anecdote parce que, justement, j'ai eu une recommandation et la recommandation de ma cliente, au bout d'une semaine, m'a tutoyé. Et je lui ai dit en blague, tu sais que ton ami qui m'a recommandé, tu sais que je la vous vois, tu vois. Et ça m'a fait rire parce que elle a dû lui dire. Donc la cliente elle m'a rappelé, elle m'a vous voyé, après elle m'a fait un tu entre temps pour voir, tu vois. Mais en fait des fois il y a des clients, c'est vrai, ils veulent aussi ce tutoiement parce que ils veulent qu'il y ait cette proximité. Cette proximité. En fait, faut créer un lien de proximité. Après, j'ai rien contre le vouvoiement, mais c'est vrai que ça met une petite barrière, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que je suis là quand tu parles d'un projet de vie à quelqu'un, que ça soit de l'investissement immobilier sur du Pinel, sur la loi Malraux, ou sur de l'investissement en habitation principale, les gens, il faut qu'ils se dévoilent à toi. Bien sûr. Et si tu veux, ils vont pas se dévoiler si tu les vois. S'ils vont toujours garder un petit, tu vois, une petite barrière, tu vois. Après, bon, il y a des gens, c'est sous forme de respect. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, parce qu'ils te respectent, ils continuent de te vouvoyer. Donc, je pense que c'est le cas de tes clients. Mais franchement, moi, 95% de mes clients, moi, il faut que je vous vois un peu plus, je tutoie un peu plus mes clients. Ah ouais? Parce que moi, je suis beaucoup dans le vouvoiement. Maintenant, quand ils disent tu, moi j'y vais, mais après, on peut, j'ai vu qu'en fait, parfois, il y avait une petite fenêtre de tir pour proposer le tutoiement, mais j'y suis pas allé. Mais je pense que c'est vrai que c'est bien parce que ça, on va dire, il y a plus de proximité. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est parler de ma famille, parler de ma femme, parler de mes enfants, parler de nos vacances. Et on voit franchement qu'il y a une différence. Et dernièrement encore, j'ai vu un client qui m'a renvoyé des photos de son voyage au Mexique ou d'autres lorsqu'ils sont au ski, qui m'envoient des photos. Donc je trouve ça assez sympa. Ça fait super plaisir. Là, tu vois, je prends l'exemple de Ted. Tu vois, de Ted, notre ami commun. Enfin, notre ami commun, oui. Notre client commun, du coup. Mais du coup, c'est devenu notre ami commun au final. Ouais. Et tu vois, ces personnes-là, moi, ça m'a fait plaisir de voir l'avancée de leur projet. Tu sais, ils m'envoyaient un petit message avec une photo quand ils sont passés chez le notaire. Tu sais, quand ils ont récupéré leurs clés de leur maison. Ouais. Quand ils vont en vacances, on s'écrit, ils m'invitent à manger, tu vois. Et moi, cette proximité-là, moi, j'adore, tu vois. Et c'est ça, pour moi, c'est ça le plus grand bénéfice que je peux avoir sur ce métier-là, avant l'argent, bien sûr. C'est de pouvoir rendre les gens heureux, tu vois. C'est ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment métier. Mais franchement, c'est des belles anecdotes. Moi, j'ai encore un client, franchement. À chaque fois, on se donne rendez-vous très souvent le matin. Et dès que j'arrive le matin chez lui, son épouse me prépare des cookies, mais fait maison. Ça arrive, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que j'arrive, je suis comme un pacha. Non seulement j'arrive pour travailler dans des bonnes conditions, tout ça. J'ai les cookies qui m'attendent, j'ai le thé, j'ai le café, j'ai les croissants. Et franchement, travailler dans ces conditions-là, franchement, c'est que du plaisir, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille,
mais c'est du plaisir. Il y a certaines personnes, parfois, qui n'aiment pas ce qu'ils font. On a quand même le privilège et la chance, quand même, de faire quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est super important. C'est important parce qu'en plus, les clients le ressentent. Oui. On va peut-être reparler un petit peu plus technique. Ouais. En ce moment, qu'est-ce que tu penses un petit peu là du marché de l'immobilier? Il y a eu donc la montée des taux l'année dernière. On voit que les taux sont en train de baisser. Donc, comment tu ressens les choses de ton point de vue et du point de vue des clients? Est-ce que il y a un changement au niveau des habitudes des clients? Est-ce qu'ils veulent moins investir, plus investir? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment, toi? En fait, déjà, dans un premier temps, pour moi, le marché immobilier, c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Donc, en 2 ans, ils ont pris presque plus de 2%. Donc, on est incroyable, passé c'est ça. Incroyable. On est passé de 2% à 4%, donc, ce qui est énorme. Et encore, toi, t'es gentil, toi, tu parles de 2 à 4. C'est qu'en fait, je crois que j'ai même pas vu le moment où c'est passé de 1 à 2, après pour aller à 4, en fait, c'est passé tellement vite. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite. J'ai même envie de te dire que c'est passé à 1,60, 1,80, à 4,80, pratiquement 5. C'était incroyable. C'est énorme. C'est incroyable. C'est comme si, tu vois, les clients, tu l'as vu il y a 1 an. Oui. Il a perdu presque 80 000 C'est ça, tu lui as fait une simulation. Et c'est pour ça que parfois, on explique aux clients, petite anecdote aussi, parce que parfois, on explique aux clients, vous savez, c'est le moment de passer à l'action. On lui dit, les taux sont super, on n'a jamais vu des taux comme ça. Oui, on verra après. Et là, j'ai des clients qui m'ont appelé, mais littéralement en train de pleurer. Ah, tout, mais monsieur Lapointe m'aviez dit que oui, on avait... Non, ça a changé. Maintenant, c'est 40 000, 50 000 euros en moins. Parce qu'au moment où je vous avais demandé de passer à l'action, vous l'avez pas fait, peut-être que vous étiez pas prêt, c'est vrai, mais les taux, ils étaient tellement extraordinaires. On savait qu'au bout d'un moment, la fête, elle allait être finie, en fait. Ah, on vous l'avait dit. C'est ça, on l'avait dit. Mais le pire, c'est que souvent les clients, en fait, ça allait tellement vite, c'est que du coup, le marché est différent. C'est-à-dire que du coup, les prix, nous, on est en Île-de-France, donc ça, on l'a pas dit, mais voilà, nous, on est en Île-de-France, ils ne baissent pas énormément que ça. Et du coup, ils augmentent. Ils augmentent. Dans le neuf, surtout dans le neuf, c'est incroyable. Dans le neuf, donc du coup, tu te retrouves avec des clients qui sont venus te voir 1 an, 2 ans après. Donc, tu leur as vendu un secteur. C'est ça. Tu leur as vendu un secteur, ils viennent te voir pour le même secteur que tu leur as vendu il y a 1 an. Bah, tu leur dis, c'est pas possible, faut qu'on aille 30 minutes plus loin, parce qu'au final, le secteur ne va plus, parce que déjà, ils ont perdu de l'argent. Et de plus, ça a augmenté. Ça a augmenté les prix, tu vois. Je me souviens, à l'époque, j'avais vendu sur plan, sur la ville du Blanc-Mesnil. Et je me souviens à l'époque, quand j'expliquais que je vendais des résidences au Blanc-Mesnil, j'ai même des personnes autour de moi qui se moquaient. Pour les gens qui ne connaissent pas, le Blanc-Mesnil, c'est dans le 93. Donc, on va dire une zone de l'Île-de-France qui est pas forcément que tout le monde n'aime pas. Et les gens me disaient oui, dans 93, tout, mais qui va acheter ça, tout ça et tout. Et j'expliquais qu'il y avait ce fameux projet de métro qui allait arriver, tout ça. Bon, c'était de la spéculation, mais c'était déjà signé. Et à l'époque, j'ai vendu des T3 à 200 000 euros. Aujourd'hui, au Blanc-Mesnil, un T3, jamais t'auras 200 000, c'est minimum 300 000. Ouais, c'est ça. C'est minimum 300 000. Et les gens, ils sont pas encore prêts à le payer. Et voilà. Et moi, mes clients, ils sont contents, ils m'appellent pour me dire merci. Parce qu'à l'époque, ils ont acheté à 210, 220 des T3. Maintenant, il y a le métro qui est presque fini juste en bas de chez eux. S'ils veulent revendre maintenant, c'est un appartement neuf, il a été livré il y a quelques mois, ils revendent à 280 au calme. C'est ça la réalité du marché. Et nous, on est là justement pour apporter du conseil aux gens et surtout leur permettre d'aller plus vite aussi. Mais c'est pour ça que quand tu t'entretiens une relation de confiance avec le client, bah, c'est ce qui permet en fait de lui de te faire confiance et d'investir avec toi. Donc c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure et c'est vrai que ça c'est super important. Et du coup, en parlant du marché immobilier, c'est vrai que beaucoup d'agents immobiliers parlent de baisse de vente, de réduction des ventes. C'est vrai. C'est vrai que c'est moins facile de pouvoir vendre à un client. Mais en fait, si tu leur apportes une solution derrière, donc après ça, je vais te le dire tout de suite. Bah, si tu leur apportes en fait, si toi, t'es 3 en 1, parce que moi, personnellement, je suis 3 en 1, c'est-à-dire que j'aide les clients dans leur financement. J'aide les clients dans leur choix de choisir le bon promoteur, et du coup le bon bien, et je les aide en fait en gros à aussi choisir le secteur, tu vois. Donc en gros je les aide vraiment dans tous les aspects du projet immobilier. Et en fait, si tu veux, si t'arrives, t'es juste un agent, tu leur proposes un bien, c'est sûr derrière ton nombre de ventes il va diminuer parce que les gens ils y arrivent plus au niveau du financement. Ouais. Et moi l'avantage, la force que j'avais, ce que j'ai eu pour moi, ça n'a pas énormément diminué, c'est que moi derrière, moi je leur apporte des solutions financières. C'est-à-dire que le client il vient me voir, il a une simulation, il sort du rendez-vous, il a un bien, il sort avec une simulation, il peut déjà signer sur place. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas besoin d'aller voir sa banque, perdre du temps, etc. Et ça, c'est ce qui fait
Et en fait, le temps, comme on dit, c'est de l'argent, tu vois. C'est ça. C'est de l'argent. Et du coup, le client, il vient, il gagne du temps, il est content. Il est content, il peut même signer tout de suite. Et en fait, c'est ça, ça a été ça ma force. C'est pour ça que mes ventes par rapport à l'année dernière et par rapport aux années d'avant n'ont pas beaucoup diminué. Certes, ils ont diminué parce que les budgets sont différents. Donc forcément, t'as moins de clients. Par la force des choses, oui. Par la force client, t'as moins de clients. Mais ils ont pas vraiment diminué parce que derrière, j'apporte une vraie expertise aux clients. Et les clients se sentent accompagnés du début à la fin par le même interlocuteur. C'est ça. Parce que c'est super important d'avoir une seule personne que tu contactes par rapport à tout, que 30 personnes à droite à gauche, où tu vas tomber par exemple sur un banquier incompétent, il va te dire non, ton budget c'est pas possible, mais tu peux tomber sur un autre banquier, il va te dire ouais bah écoute, bah voilà, si on monte ton dossier comme ça c'est possible. Et ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un ingénieur dit, bah, écoutez, bah, c'est pas possible. Bah, voilà, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement vrai ce que tu me dis que, justement, depuis quelques mois, j'ai lancé une nouvelle activité, pour pouvoir, justement, continuer à accompagner les clients parce que, à chaque fois, les clients me disaient, OK, j'ai, trouvé le bien, j'ai trouvé le financement. Sans doute, Gérald, voilà, vous allez vous occuper de la mise en location. Mais parfois, il y avait la problématique des travaux. Et j'ai vu plein de clients qui disaient oui, de toute façon, j'ai mon oncle qui sait faire des travaux, j'ai tel ou tel ami qui sait faire des travaux, mais au final, ils se retrouvaient avec des travaux qui duraient des 1 an, des 2 ans. Enfin, c'était assez compliqué. Bon, j'exagère un petit peu. Donc du coup, maintenant, j'ai ouvert justement une structure de travaux où moi, je vais choisir du coup les bons entrepreneurs, c'est des entrepreneurs avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, où je vais leur sous-traiter des activités de travaux justement pour que les clients puissent être accompagnés de A à Z. Et du coup, moi, j'ai l'œil sur ça. Je regarde ce qui se passe. On fait régulièrement des reportings aux clients parce que le client, finalement, il en a marre d'avoir 15 000 interlocuteurs. Il va avoir une seule personne, un point d'entrée. Il sait que voilà, j'appelle Gérald. Si j'ai besoin de savoir comment ça se passe sur le chantier, si j'ai besoin de savoir est-ce que l'appartement il est loué, pour savoir voilà s'il y a une problématique. Et ça, c'est important. C'est pour ça que aujourd'hui, si on veut faire la différence, en tant que gestionnaire de patrimoine ou même dans n'importe quelle activité, il faut apporter un maximum de valeur aux clients. La question qu'on doit se poser dans tous les métiers, quelle est la valeur, quelle est la plus-value que j'apporte à mon client? Pourquoi mon client va préférer aller voir Gérald que aller voir le voisin? Parce qu'à un moment donné, il y a une différence au niveau de la valeur, il y a une différence dans ta manière de parler, dans ta manière d'écouter le client. Et franchement, si on met tout ça mis bout à bout, bah, franchement, on peut que cartonner. Bah oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parlait de marché immobilier compliqué. En fait, c'est pas qu'il est compliqué, il est différent. C'est ça. Tu vois, il est différent. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'adaptes. Et il faut que tu augmentes tes compétences. C'est-à-dire que plus le marché est difficile, plus n'importe quel est marché difficile, plus il est concurrentiel, faut que toi t'apportes ta petite touche, ton petit truc qui fait que derrière, tu dépasses les autres et que tu puisses toujours performer. Parce que je suppose qu'il y a eu plein de crises, il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé, il y en a qui ont pas fermé, on se demande pourquoi. Bah, c'est parce que eux, ils avaient cette touche, cet accompagnement, cette plus-value qu'ils ramenaient à leurs clients, qui faisait que du coup, derrière, ils ont pu rester ouverts. Il y a quelque chose qui est important aussi, et j'entendais justement Oussama Ammar qui parlait de ça. Oussama Ammar, il disait qu'à un moment donné, il faut arrêter d'aller demander tout le temps des conseils aux personnes plus âgées que nous, ou sinon aux personnes âgées. Parce qu'on se dit oui, ils ont de l'expérience, mais parfois, en fait, ils ont du mal à switcher avec un monde qui est en train de changer. Pourquoi j'explique ça? À un moment donné, en fait, pendant la période de confinement, j'appartenais en fait encore à un réseau, on était plusieurs conseillers, et en fait, il y a eu ce truc où on devait rester chez nous. Donc comment tu fais? Tu dois faire que des appels Zoom. Ouais, mais sauf que les personnes plus âgées qui avaient pas switché aux appels en visio, comment ils ont fait? Ben il y en a carrément, ils sont tombés en dépression parce qu'ils pouvaient plus vendre, ils savaient pas plus comment contacter les clients. Ils sont arrivés à un moment donné où ils se disaient comment je vais vendre? Donc en plus dans l'immobilier, tu sais très bien, si t'as pas vendu maintenant, tu sais que dans 6 mois tu vas pas manger, hein. Parce que le temps que tu signes le compromis, qu'on recherche le financement, qu'on signe chez le notaire pour les biens qui sont actables. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Donc t'es pas payé avant 4-5 mois. Donc si tu ne vends pas, tu sais qu'il y a rien qui va rentrer dans le frigo. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes, parce que en fait, ils n'ont pas voulu évoluer et suivre un petit peu ce qui se faisait dans le numérique, et ben ils ont eu des difficultés. Et c'est pour ça que regarde, toi et moi déjà on a une grosse différence d'âge. Et moi déjà je suis un ovni.
À chaque fois, je dis, j'aime bien dire ça parce que moi, mes amis, les mecs de ma génération, ils sont pas sur Insta, ils sont pas sur Snap, ils sont pas sur TikTok, ils en ont rien à faire, tu vois. Alors que moi, je me force à savoir comment ça fonctionne, comment Discord ça fonctionne, comment je peux apporter un peu plus de valeur sur les réseaux, des choses comme ça. Et si on s'intéresse pas aujourd'hui à ces choses-là, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, faut pas hésiter d'aller voir les jeunes parce que les jeunes maintenant, c'est tous des geeks, hein. C'est incroyable. Maintenant, tu vois des mecs à 18 ans, ils ont déjà fait le million, tu comprends rien à ce qui se passe. Mais en fait, c'est juste les générations qui ont changé. Faut l'accepter, en fait, tu vois. C'est vrai que tu vois, j'ai fait un repas avec un club d'investisseurs. Et j'ai rencontré un jeune homme très intéressant. Ouais. Il avait 17 ans. Ouais. Il avait 17 ans. Ça fait déjà rire. Et le mec, je te jure, il m'a mis une claque sur le trading. Il des grosses claques. Il m'a mis une claque. C'était incroyable. Ils n'ont pas le temps. Et il me parlait de trading comme si le mec, il avait au moins 40 ans. J'étais choqué. Et du coup, il était là dans le club d'investissement, tu sais, pour lui se former, pour améliorer son offre, tu sais, pour accompagner les gens à faire du trading. Et tu vois, ça se voyait que c'était un professionnel, mais il la vendait, tu sais, des miettes. Donc, il fallait qu'il la vende un petit peu plus cher. Et du coup, moi, je lui dis, écoute, moi, t'as vu, si je te prends un accompagnement, je te le prends au prix que tu veux, tu vois, parce que vraiment, ce qu'il apporte en valeur, c'était quelque chose, tu vois. Ouais. C'était quelque chose. Et vraiment, je dis, moi, je suis prêt à le payer parce que vraiment, ce que toi, tu fais, c'est incroyable. À 17 ans. À 17 ans. À 17 ans. C'est sur ça que, moi, j'ai pas hésité à l'écouter. Ouais. Tu vois, franchement, Pas d'ego. Pas d'ego. Pas d'ego. Bon, après, je te mens pas qu'avant, quand j'avais 21, 22 ans, etc., 23 ans. Beaucoup d'ego. J'avais pas mal d'ego, tu sais, à écouter les personnes un peu plus jeunes que moi. Avec le temps, etc., j'ai appris, tu vois, à écouter toute personne qui avait une expertise dans un métier. Donc, c'est-à-dire qu'elle ait 15 ans, 16 ans, 17 ans. Peu importe. Voire 40 ans. Peu importe, c'est toujours des choses à apprendre. Faut savoir que même les joueurs de foot, même les plus grands professionnels, les plus grands boxeurs, ils s'entraînent tous les jours. C'est-à-dire qu'ils apprennent des nouvelles techniques, des nouvelles astuces pour être toujours meilleurs. Écoute, dans les métiers comme le nôtre, faut toujours apprendre. Il y a toujours des gens qui vont nous apprendre des choses. Et ça, c'est super important, tu vois. L'apprentissage. C'est tellement important. Il y a même un mot que j'aime bien prononcer, c'est l'enseignabilité. Ouais. Il faut être enseignable. C'est-à-dire ta capacité à pouvoir apprendre quelque chose de nouveau de la bouche de n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, pas la personne que tu croises comme ça, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es capable de te poser quelqu'un, même s'il est plus jeune, même s'il paraît moins intelligent que toi, mais s'asseoir et écouter ce qu'il a à dire. Après, c'est à toi d'aller faire tes recherches pour savoir si ce qu'il dit, est-ce que ça fait sens ou pas. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur YouTube. Aujourd'hui, il y a même ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Il n'y a aucune excuse pour ne pas apprendre une nouvelle compétence. Aujourd'hui, il y a tellement de manières d'apprendre des nouvelles compétences. Franchement, j'aurais aimé revenir dans le passé, tu vois, et avoir tous ces outils-là. Ça aurait été incroyable. Bien sûr. Ça aurait été incroyable. Bah oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois que... Il faut en profiter. Il faut en profiter. Franchement, on fait un appel pour tous les jeunes qui regardent le podcast. Les gars, vous avez pas d'excuses. Normalement, à 17, 18 ans, pour ceux en tout cas qui le veulent, vous devez péter le million. Pour ceux qui veulent, parce il y a encore une autre histoire par rapport à ça. Oui, vous parlez tout le temps d'argent. Je sais qu'il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, ici, on est sur un podcast. On parle de gestion de patrimoine, on parle d'immobilier, on parle de mindset. Donc forcément, on va parler argent. D'accord. Voilà, on va parler argent et on va parler mindset. Yes. On va commencer par toi. Alors, qu'est-ce qui a fait que du coup, tu es passé sur la gestion de patrimoine? Donc là, on va parler plus mindset, c'est-à-dire plus argent. C'est-à-dire que pourquoi l'argent du gestionnaire patrimoine t'a attiré? Voilà. En fait, gestion de patrimoine, je me disais même pas, je sais même pas en gros ce que ça gagnait un gestionnaire de patrimoine. Ouais. Mais pour être franc avec toi, quand j'ai commencé, c'était le prestige. J'arrive, j'ai 23 ans, j'ai ma carte, conseiller en patrimoine. Genre, je pensais que j'étais quelqu'un parce que j'avais la carte de gestionnaire de patrimoine. Mais finalement, je me suis rendu compte que finalement, il y a la carte, mais il y a les fruits, en fait. Il y a ce que tu produis réellement. La carte, c'est rien du tout, c'est juste un nom, c'est juste un titre. Et finalement, la valeur, en fait, de cette activité-là, c'est à toi de la prouver, en fait, au fur et à mesure de ce que tu vas faire, par rapport au nombre de personnes que tu vas accompagner, par rapport au retour des clients. Et moi, il y a quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Là, je le fais un petit peu moins parce que j'ai pas forcément le temps. Mais à chaque fois, j'accompagnais tous mes clients chez le notaire. Et à chaque fois, je faisais une photo parce que j'avais besoin de montrer que voilà,
des preuves, parce que comme tu es dans le métier, tu connais, il y a beaucoup de beaux parleurs dans le métier. Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, mais on voit rien, on les a jamais vus une seule fois chez le notaire. Ouais. Il y en a, franchement, il y a des gars, je les ai même pas vus une seule fois chez le notaire, tu vois ce que je veux dire? Donc, montrer un petit peu que voilà, t'accompagnes les gens chez le notaire et montrer aussi des clients avec qui, moi j'ai beaucoup de clients à qui j'ai fait, je leur ai vendu des biens, je leur ai revendu leurs biens, c'est-à-dire qu'ils ont acheté leurs biens, ils ont fait plus-value, revendu encore, après on rachète encore ensemble. Donc c'est ça en fait. Et globalement, tu parlais justement de cet aspect un petit peu, qu'est-ce qui m'a attiré par rapport à l'argent. C'était pas vraiment pas l'argent, c'était vraiment le prestige du métier. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu que je pouvais faire du chiffre, forcément c'est devenu intéressant quoi. D'accord, ok. Moi je vais parler un peu de moi. C'est si tu veux. Bon, moi déjà c'était d'accompagner les gens comme j'avais expliqué au général, mais si tu veux, il y a aussi de passer salarié à indépendant. Ouais. Tu vois, de base j'ai commencé salarié à accompagner les gens et je suis passé indépendant. Et si tu veux, moi en fait c'est simple. Pourquoi je suis passé indépendant? C'est que je me suis dit gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Bon, tu vois, on a fait le calcul là tout à l'heure, tu vois, quand on était ensemble. J'ai dit, bah putain, quand tu fais 3 000 euros par mois, ça fait 36 000 euros. C'est pas incroyable, hein? Tu vois? C'est incroyable pourtant, pour l'époque. Pour l'époque. Bon, après, je n'aigre pas ceux qui gagnent 3 000 euros par mois, mais pour moi, c'est loin de là. Pour moi, ouais, voilà. 3 000 euros par mois, pour moi, c'était waouh, c'était le cadre, etc. Mais surtout dans la vie actuelle, maintenant, 3 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu fais avec 3 000 euros? Tu peux plus rien faire. Encore une fois, on n'est pas là pour fâcher les gens ou quoi que ce soit, pour dénigrer quoi. C'est ça que je répète parce qu'on respecte tout le monde. Moi, ma maman, elle était auxiliaire de vie et elle faisait pas 3 000 euros par mois, elle faisait même moins de 2 000 euros par mois. Donc on respecte tout le monde, on respecte voilà toutes les activités. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec 3 000 euros? Aujourd'hui, par exemple, là, déjà, on est dans des studios, on est à Paris. Pour ceux qui connaissent les loyers à Paris, mais qu'est-ce que tu fais avec 3 000 euros? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu payes ton loyer, t'en as déjà pour 1 500, ça t'a pris la moitié ça t'a pris la moitié de ta paye. Après, derrière, tu dois payer toutes les charges, le téléphone, faire les courses, les vacances. Comment tu fais? Comment tu vis, en fait? C'est impossible. C'est Incroyable. Après, moi, j'avais des objectifs de vie. C'est-à-dire que j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire le tour du monde. Yes. J'ai vu que tu voyageais beaucoup. Hein, voilà, j'essaie de faire vraiment tout avant mes 30 ans. Vraiment tout, parce que j'ai vraiment envie de voyager, vraiment avant d'avoir un enfant. Tu vois, j'ai vraiment envie d'avoir connu tout le monde et tout, tu vois. Et donc, j'essaie de voyager un peu. Et je me suis dit, c'est impossible avec 3 000 euros par mois. C'est impossible, je peux pas. Parce que il suffit que, en fait, c'est simple. Tu regardes des vacances pour aller, ne serait-ce que au Mexique, en Thaïlande ou quoi. T'en as forcément pour un billet de 4-5 000 euros. Ouais. Mais c'est-à-dire que 4-5 000 euros, faut que tu les accumules en combien de temps? C'est ça. Et sinon, faut que tu te prives comment pour aller en vacances? C'est pas, pour moi. C'est tellement important ce que tu dis. J'ai souvent le débat avec ma sœur, on aime bien parler, voilà, de gestion de finances, de choses comme ça. Et elle me dit oui et tout, tu sais, il faut essayer. Elle me disait ouais, il faut que j'épargne plus, tout ça. Je dis non, mais ça sert à rien d'épargner plus. Aujourd'hui, je cherche à gagner plus. En fait, l'énergie que tu vas réussir, voilà, par rapport à ton salaire, à aller épargner 200, 300 euros de plus. Mais par contre, chercher à trouver une autre activité, c'est un truc sur lequel tu peux avoir 1000, 2000 euros de plus. Donc en fait, le levier pour aller chercher des revenus supplémentaires ou complémentaires, en fait, est beaucoup plus facile que de se tuer, à se forcer à mettre 300, 400 euros par mois et en plus à retirer les plaisirs. Le mindset est différent. C'est ça. Tu vois, le mindset est différent. Tu vois, quand ton mindset est là à chercher plus, tu vas toujours chercher une solution pour gagner plus. C'est ça. C'est incroyable. C'est automatique. C'est incroyable. C'est comme quand tu gagnes, genre, moi personnellement, mes dépenses dépend de mon salaire. À chaque fois. Et plus je gagne. Toi, j'ai vu, t'es chaud quand même. Toi, t'es chaud. Faut que je vienne dans mon cabinet, toi, parce que toi, t'es chaud, toi. Toi, je vois, là, tu fais des vraies dépenses quand tu vas en vacances, là, tu lésines pas. Non, là, je lésine pas. Mais, pourquoi? Parce que du coup, en fait, je me donne les moyens de gagner cet argent-là. Bien sûr. Tu vois, ça motive. Ça me motive. Parce que je me dis, si je suis obligé de me priver pour aller en vacances, c'est pas possible. Ouais. Faut absolument, vraiment absolument. Et encore, t'as pas d'enfant. Et encore, j'ai pas d'enfants. Quand t'as pas d'enfants, tu vas voir ce que c'est. Quand j'aurai des enfants, c'est-à-dire que je vais vouloir encore gagner encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Pour payer les écoles privées, pour je te dis pas. J'aurais pas le choix. Mais moi, c'est ça mon mindset. C'est-à-dire que du coup, derrière, moi, tant que,
j'ai pas l'argent qu'il me faut, c'est pas possible. Faut pousser. Et surtout que du coup, mon train de vie, il augmente. Tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Quand je gagne 10 000 euros par mois, bah pareil, bah du coup je dépensais 8 000. Donc fallait forcément je gagne 15 000 euros par mois pour truc. Attention, ne suivez pas ce conseil. Bien sûr, ce n'est pas un conseil. Ouais, mais ça c'est mon mindset. Ce n'est pas un conseil. Après, c'est mon mindset, c'est comme ça. Après, franchement, ce qui est intéressant, après il y a beaucoup de théories différentes. Et justement, je vais encore citer Oussama Hamar qui expliquait que lui, en fait, il claque tout l'oseille. Lui, il prend des 30, 40 000, 50 000 par mois. Il claque tout parce qu'il dit de toute façon je vais rien importer entre quatre planches. Et c'est vrai que bon là t'es dans une période, après je sais que t'as déjà investi, donc en fait en vrai voilà, tu dis ça parce que voilà là on rigole. Jonathan il a déjà investi tout ça et tout là, donc on est sur d'autres projets, on a pas mal de sources de revenus, mais c'est vrai que en fait gagner plus, ouais, parce qu'on peut se faire plaisir, parce qu'on va aussi pouvoir faire plaisir nos proches, on va pouvoir faire plaisir à maman, aux frères et sœurs, et franchement moi je vois pas pourquoi il y a encore des gens aujourd'hui qui disent ouais mais pourquoi gagner plus d'argent et tout, vous êtes des capitalistes tout ça et tout. Non, franchement j'ai même envie de dire, écoute, si t'as la capacité de gagner de l'argent, tu sais pas quoi en faire, franchement, gagne-le, donne-le-moi. Moi, je saurais quoi en faire. En plus, le pire, c'est que ce matin, tu m'as pas envoyé un message pour me dire que voilà, c'est bon, j'ai gagné cet argent-là. J'ai gagné cet argent-là, tu vas faire un cadeau à papa et maman. Bien sûr, c'est la base. Bien sûr, c'est ça. C'est la base. C'est-à-dire que, franchement, moi, moi, j'ai donné un sens à ce que je fais. Et il est important, en fait, à tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui me drive beaucoup. C'est que moi, j'ai donné un sens à ce que je fais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui gagnent de l'argent, mais ils savent pas, en fait, pourquoi ils le font. Moi, je gagne de l'argent, mais je sais pourquoi je le fais. Je sais parce que j'ai des projets pour mes enfants, parce que, et comme m'avait dit l'un de mes clients, en fait, j'ai un client qui est pharmacien, qui a plus d'une dizaine de pharmacies, et je lui disais, monsieur, vous versez pas beaucoup de salaire, parce qu'en fait, il épargnait énormément. Il me dit, mais Gérald, tu sais combien ça coûte une année d'école à Harvard? Moi, mon gosse, il va à Harvard, donc moi, je mets de l'argent de côté pour qu'il puisse aller à Harvard. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec, il a un mindset où son argent, il y a un sens. Pour les études des enfants, pour aider les parents. Et moi, j'entends beaucoup de personnes, parce que moi, je suis originaire d'Haïti. Toi, tu peux être originaire t'es originaire d'où, toi? Moi, je suis du Congo. Ah, t'es du Congo. Moi, ok. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves pour leur pays d'origine. Oui, j'aimerais faire ci, faire ça, des orphelinats. Mais avec quel argent? Avec quel argent? Si tu gagnes pas de l'argent, t'as beau arriver avec un sourire, c'est bien. Mais derrière, en fait, il faut ramener de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire que l'argent, c'est pas mauvais. L'argent ne doit pas être tabou. Et justement, on doit en parler et on doit en faire beaucoup. Encore une fois, si tu en fais et que tu sais pas quoi en faire, tu peux me les envoyer, je saurai quoi en faire. Ouais, c'est ça. Il faut en faire beaucoup. Et moi, tu vois, j'ai toujours eu un rêve. De toute façon, tout petit, moi, faut savoir que je suis pas né avec une cuillère en argent. J'ai dormi dans l'hôtel avec ma mère. On est parti de droite à gauche. Après, je suis parti habiter à Orléans. On est reparti de zéro. Tu vois, ça a été compliqué, tu vois. Il y a des moments, écoute, tu vois, j'étais au marché de Noël avec mes potes. Tu sais ce qu'on faisait avec mes potes? Non. On quémandait. C'est quoi quémander? On quémandait 1 euro, on disait qu'on n'avait pas notre ticket de bus, etc. Pourquoi? Pour se payer des churros, je partageais un petit paquet de churros à 5. Donc se payer un paquet de churros à 5, tu vois, fallait le payer. Ça, vous étiez bien débrouillard déjà. On était débrouillards, et tu vois, on allait quémander, on n'a pas notre ticket de métro. On faisait le tour, ou peut-être genre avec des kebabs, tu vois, mais on était limite, tu vois, limite des clochards, tu vois. Mais bon, t'exagères, mais moi, je pense juste que vous avez cherché un moyen justement de pouvoir atteindre vos objectifs. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez positif. C'est pour ça que même moi, j'ai peur aujourd'hui de trop donner à mes enfants. Parce que justement, quand on était plus jeune, on avait cette débrouillardise. Moi, c'est vrai que moi, mes parents, moi, j'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit. Moi, mon père, comme je t'ai dit, il était entrepreneur, donc franchement, j'étais un petit enfant gâté, j'avais tout. Mais néanmoins, moi, très tôt, j'ai voulu faire de l'argent. Donc, je me souviens, au lycée, je vendais des jeux gravés de PlayStation. Ouais. Et je vendais des compiles, tout ça, et je faisais même DJ dans ma ville. Ça me permettait de gagner de l'argent. Je pense qu'en fait, qu'à un moment donné, quand tu veux quelque chose et que tes parents soit ne peuvent pas ou ne veulent pas te l'acheter, tu vas toujours trouver un moyen en fait d'aller faire de l'argent. Maintenant, Dieu merci pour nous, ça n'a pas été dans l'illicite. Ça n'a pas été dans l'illicite. On a trouvé des moyens, on a fait du business. Toi, t'as demandé, voilà, c'est aussi un moyen. Tu vois ce que je veux dire? L'argent, tu l'as pas volé, on te l'a donné. C'est des stratégies qu'on a.
Et derrière, au final, voilà, t'es arrivé à tes fins. Franchement, c'était une belle stratégie parce que je m'en souviens. Toutes ces churros, ils étaient incroyables. Ils étaient bons, hein? C'est encore meilleur quand c'est pas tes thunes. Je te jure. Non, mais franchement, tu vois, limite, ça me donne les larmes aux yeux parce qu'en fait, je sais parce que par où je suis passé et par où je suis enfin jusqu'à là où j'en suis, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Bah franchement, il y a une évolution incroyable et c'est parce que j'ai toujours eu le mindset de pouvoir vouloir gagner plus. C'est ça. Tu vois, et j'ai des amis que je considère toujours comme meilleurs amis que j'ai depuis le début et derrière, tu sais, ils ont vu mon évolution, tu vois, ils me disent franchement, franchement, t'as vu, on a l'impression qu'on est plus dans le même monde. Ouais. Je dis non, franchement, on est toujours dans le même monde, c'est juste que je réfléchis différemment maintenant, tu vois. Et c'est juste ça. Et ça, c'est très, très important. Le fait d'évoluer. Moi, c'est quelque chose sur lequel à chaque fois je me bats. C'est-à-dire que moi, en fin d'année, à chaque fois, je me fais un petit bilan. Voilà. Comment ça a été au niveau de mes business, au niveau de moi, est-ce que je suis un bon mari, est-ce que je suis un bon père? Je me pose ces questions-là. Et je me dis comment je peux améliorer les choses. Et franchement, même si des fois, il y a des choses qui prennent du temps à partir, tu vois, par exemple, l'arrogance, la fierté, l'ego, mais quand tu commences ou tu décides de travailler sur ça, au fur et à mesure, tu peux que devenir une meilleure personne. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis sans cesse qu'il faut tout le temps apprendre et ne pas hésiter à se remettre en question. C'est justement ce qui nous permet de pouvoir progresser. Et quand tu regardes les personnes qui ne progressent pas, c'est parce que en fait, bah, ils n'aiment pas la critique. C'est-à-dire que quand on parle de critique constructive. Ils n'aiment pas les critiques, ils n'aiment pas qu'on les reprenne sur des choses. Moi, si tu veux me reprendre, tu me reprends. Tu me dis, écoute, Gérald, tout ça, ce que t'as dit l'autre jour, ça se fait pas, tout ça. Il faut accepter. C'est comme ça qu'on progresse. Et ça, c'est super important. Il faut toujours progresser. Là, t'as dit le mot progresser. Parce que je pense qu'un humain n'a pas de limite. Un humain n'a pas de limite dans la progression. Parce que quand tu vois on était dans le médiéval avant, et que maintenant il y a de la lumière partout, il y a des TikTok, il y a des Instagram, il y a tout ça là. Pour la petite histoire aussi, il faut raconter. La petite histoire, on avait tenté de commencer à tourner ce podcast ensemble et on l'a tourné avec nos iPhones mais on sait pas ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, en fait, ils se sont arrêtés tout seuls, donc on a parlé dans le vent et on s'est dit non, là, faut level up. On va se poser. On a l'argent, donc on sait pas pourquoi en fait on n'est pas venu directement ici. Non, on s'est surtout dit. Ouais. On va respecter les gens. Ouais. On s'est dit on va respecter les gens. Voilà, c'est pour ça que voilà, on va tenter en tout cas de vous offrir un cadre en tout cas que vous méritez pour les podcasts et vraiment vous apporter un maximum de valeur. Bon, voilà. Et toi, donc, quel sujet tu voulais qu'on puisse aborder? Parce que l'idée aussi, c'est d'être assez libre aussi, dans nos échanges. Bah, en fait, moi, franchement, on a parlé de mindset. C'est, franchement, le mindset évolutif, tu vois, ça, c'est ce qui est le plus important. Mais il y a aussi quelque chose qui est plus important que le mindset et que c'est la vibration. Yes. Voilà, c'est la vibration. Et franchement, je te bassine là-dessus. C'est vrai que je t'embête là-dessus. Mais vraiment, ce qui est important, c'est comment tu t'arrives à connecter les gens à ton projet. Comment ton personal branding va faire que du coup, les gens adhèrent à tes idées, adhèrent à tes choses. Et ça, c'est vrai que toi, tu m'as appris beaucoup là-dessus. Et à chaque fois que je vois comment tu parles aux gens, tu sais, j'essaie d'apprendre beaucoup de toi là-dessus. Parce que franchement, c'est ce que je montre, parce que ça se voit pas comme ça, mais je suis un peu un introverti. Au début, je suis pas trop à l'aise, voilà, je suis pas trop à l'aise, etc. Mais de base, en fait, si tu veux, la vibration, en fait, ce que tu arrives à apporter aux gens, tu leur apportes de la valeur, tu peux apporter de la valeur, mais si t'as pas les bonnes vibrations, bah derrière, les gens vont pas adhérer à ton projet. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux entreprendre n'importe quel projet. Si t'as pas la vibration qu'il faut, ça marche pas. C'est ça. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple d'Elon Musk avec Tesla. Ouais. Tesla, bête d'entreprise avec des bonnes idées. Donc, un bon mindset d'entreprise parce qu'ils avaient l'idée de révolutionner le monde automobile. Mais ils avaient pas la personne avec les bonnes vibrations à la tête. Elon Musk, il est venu avec les bonnes vibrations. Il a racheté la boîte. Il est arrivé avec les bonnes vibrations. Il en a fait l'une des plus grandes entreprises du monde. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Après, je prends le PDG d'Amazon, mais bon, lui, il a pas repris, mais bon, il est parti lui-même, ouais. Voilà. Mais en fait, c'est quand on parle de vibrations, pour moi, les vibrations dans un business, dans une entreprise, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Mais tu sais quoi, je vais même aller plus longtemps. J'ai même envie de dire dans la vie. Dans la vie. C'est-à-dire que même, tu peux arriver dans une pièce et sentir qu'à un moment donné, en fait, il y a une atmosphère qui est pesante.
dans la pièce dans laquelle tu rentres. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, les vibrations, tout le monde devrait travailler sur ces vibrations. Et alors que les vibrations, c'est la manière dont toi tu vas aller vers quelqu'un et qu'est-ce qu'il ressent en fait. Quand je vois Jonathan, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens de l'angoisse? Et tout est dans l'attitude. Et franchement, nous en tant qu'entrepreneur, on a l'obligation d'avoir des bonnes vibrations, parce que si tu n'as pas des bonnes vibrations, comment les clients vont venir vers toi? Comment les collaborateurs vont venir vers toi? Comment les partenaires vont venir vers toi si tu n'as pas, on va dire, des bonnes vibrations, si tu peux pas apporter quelque chose à quelqu'un, si tu peux pas apporter de la valeur, si tu n'es même pas capable aujourd'hui de donner un compliment à quelqu'un, comment veux-tu avancer en fait? Moi je me demande, hein, des entrepreneurs qui disent que oui, je comprends pas, mon business ne marche pas, mais est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Quelle est ton attitude? Voilà, c'est ça. Quelle est ton attitude en fait? Est-ce que quand les gens t'invitent à boire un verre, est-ce que tu fais le snob en disant ouais, j'ai pas le temps, j'ai du travail, ou t'essaies de te libérer un temps pour aller connecter avec les gens, pour aller parler aux gens, pour aller sincèrement t'intéresser aux gens? Et à partir du moment où tu es dans cette démarche-là, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tes vibrations vont devenir de plus en plus positives. Et les gens en face de toi, ils vont le sentir. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, tu auras, on va dire, encore plus de facilité de connecter avec les gens. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens parlent que du mindset, parlent que des habitudes, que faut que tu te lèves à 7 heures du matin. Prendre des douches froides, etc. Mais moi, franchement, ce qu'il y a de plus important, c'est comment tu vas connecter avec les gens et le mindset. Ouais. Après, tes habitudes, franchement, c'est un plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça va, on va dire, donner 10-20% de plus à ton business. Mais le plus important pour moi, c'est comment tu arrives à connecter avec les gens. Ça. Si tu n'arrives pas à connecter, tu peux avoir les meilleures habitudes de la Terre, ça marchera pas. En plus, j'ai envie de dire, faut être naturel. Et je vais te faire rigoler un petit peu, je vais faire rigoler aussi les gens qui nous écoutent. Lorsque j'ai commencé la gestion de patrimoine, je me suis dit, c'est un métier hyper sérieux. Et je portais pas de lunettes à l'époque, donc j'ai acheté des lunettes. Tu vois, des lunettes, tu sais, genre et tout avec des verres, mais tu sais, genre il y avait aucune correction dedans, tu vois. Parce que je me suis dit, quand je vais arriver, je vais mettre les lunettes, ça va faire un peu plus sérieux et tout ça. Et quand j'arrivais chez les clients, ils me disaient oui et tout, Monsieur Lapointe, vous voulez un café? Ah non, en fait, je croyais que c'était hyper bien de refuser les cafés, tout ça et tout. Mais en fait, j'étais grave trop rigide, on dirait que j'avais un balai dans le cul. Laisse tomber, en fait, j'étais trop sérieux, je n'étais pas moi-même. Et quand j'ai décidé de retirer mes lunettes, et t'as vu que je suis quelqu'un, j'aime bien faire des blagues, tout ça, j'aime bien taquiner, et que j'ai commencé à être naturel, à faire des blagues quand il le faut, tout ça et tout, jouer de mon humour, j'ai vu directement la différence. Et avant tout, en fait, faut être naturel, parce que quelqu'un qui est en face de toi, il va tout de suite voir si tu es naturel ou pas. Après, il y a des bons comédiens, hein. Mais le client, il va tout de suite voir si tu es naturel, si tu lui mens, si t'es bizarre, tout ça. Donc en fait, c'est vraiment moi je pense que être sincère dans ce que l'on fait, être naturel dans ce que l'on fait, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre justement de pouvoir encore mieux développer nos business et faire en sorte que les gens viennent à nous. Ouais, c'est parce que tu vois, là on a parlé, tu vois, de départ, tu vois, du début de notre conversation à là. Donc on a parlé d'écouter les gens, d'être naturel, d'avoir un bon mindset et d'avoir des bonnes vibrations. Écoutez bien, là c'est une masterclass là qu'on est en train de faire, la masterclass gratuite. Masterclass, tu vois. Et pour que les gens qui soient seuls en entreprise ou quoi, en fait, il faut avoir ces 4 points. Moi, pour moi, ces 4 points sont plus importants à l'heure actuelle. Je parle aujourd'hui, avoir l'écoute. Écouter bien son client, être naturel, pas jouer un personnage, mais être sa propre personne. T'as vu, tu parlais tout à l'heure, tu me disais oui, tu leur parlais de ta vie, de tes vacances, etc. Bah, moi, pareil, c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, si tu veux, les gens, ils se livrent à moi, bah, moi aussi, je me livre à eux pour que aussi, tu sais, ils aient cette confiance, ils se disent, ah, ok, lui aussi, c'est un être humain, lui, il est pas là que pour nous vendre un truc, il est là pour nous écouter et pour nous accompagner, parce qu'il nous raconte sa vie. Moi, souvent, je dis souvent aux gens, et ce que j'explique aux gens, c'est que ma mère m'a appris à donner avant de recevoir. Donc, m'a appris à donner de la valeur avant d'en recevoir quelque chose. Donc, c'est-à-dire que plus tu donnes de la valeur, plus elle est énorme, plus ton bénéfice sera énorme.
Ouais. Toujours. Ce sera toujours ça. C'est une loi. C'est une loi. J'ai envie de dire. Après, tu sais que moi, voilà, j'ai ma foi chrétienne, tout ça et tout. Et justement, dans la Bible, on parle de cette notion-là. On sait que la loi qui régit le monde, c'est acheter et vendre. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui régit le monde. C'est tout le temps acheter et vendre, acheter et vendre. Et la loi, justement, qui régit, en tout cas, pour ceux qui ont la foi, c'est semer et récolter. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, les grands de ce monde, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ont semé quelque part et ils ont récolté. Donc, avant de vouloir justement faire telle ou telle transaction, plutôt chercher à semer quelque chose. Quand on parle de semer, ça veut dire que aider quelqu'un pour... En fait, moi, au début, il y a des clients que j'ai aidés gratuitement. J'ai des clients, en fait, j'ai vu qu'en termes d'éducation financière, ça n'allait pas du tout. Donc, t'imagines bien qu'ils pouvaient pas payer mes honoraires. Donc, je les ai aidés gratuitement. Mais par contre, quand ces clients-là, ils ont réussi à s'en sortir, premièrement, ils ont parlé de moi à d'autres personnes. J'ai pu faire des affaires. Et ensuite, quand ils étaient sur pied, ils sont venus me voir. Donc, en fait, il faut pas tout le temps penser uniquement à l'argent, mais penser à ce que tu peux apporter à la personne qui est en face de toi. Qu'est-ce que sincèrement tu peux lui apporter? Qu'est-ce que tu peux lui apporter de positif dans sa vie? Et forcément, ça va se transformer en business. C'est ça. On appelle ça l'accompagnement client. C'est ça. On appelle tout simplement ça un suivi, l'accompagnement client. Dire que des fois, peut-être gratuitement, tu vas lui donner de la force, tu vas lui donner de la valeur. Le mec, il va venir te voir avec un dossier tout pourri. Tu lui dis, faut que tu fasses ça, faut que tu suives cette direction. Reviens me voir 6 mois plus tard avec ça. Ou sinon, tu fais un suivi tous les mois avec lui. Et derrière, au final, le client va adhérer avec toi et va dire que cette personne-là, par exemple, il va avoir des connaissances qui ont peut-être une meilleure situation que lui. Ouais. Il va te les recommander parce que derrière, il va dire, ah non, lui, il m'a suivi pendant 6 mois. Et les gens vont être en confiance, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est super important, du coup, de connaître les clients et de jamais les lâcher et de pas négliger. Surtout de pas négliger, ça, c'est super important. Des clients au faciès. Ah, mais ça, c'est... Après, bon, nous, issus de l'immigration, on sait déjà que voilà ce qu'on a suivi. Donc, on a appris justement à ne pas négliger les clients. En plus, j'en avais parlé tout à l'heure. Mais ouais, ça, c'est quelque chose de base. Franchement, prendre le temps de pouvoir écouter les clients, écouter le projet du client. Et franchement, on sait pas sur quoi ça peut déboucher. Donc, parfois, faire des concessions et ne pas forcément prendre des honoraires parce que voilà, on n'est pas forcément fermé. Hein. Moi, j'ai des clients, encore une fois, que j'ai accompagnés gratuitement. Après, il y en a d'autres à qui j'ai appliqué mes honoraires. Non, en temps normal, j'applique mes honoraires, bien évidemment, parce qu'il faut quand même que je mange. Oui. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois sur des dossiers spécifiques, soit de baisser mes honoraires pour qu'un dossier puisse passer, ou accepter de m'asseoir sur une partie de la commission, parce que on était sur un projet de vie. Donc voilà, on reste quand même aussi des personnes humaines. Bah oui. Et on est capable aussi de pouvoir comprendre aussi que voilà, à un moment donné, il faut faire un petit geste pour que le dossier puisse passer. Donc, toi, en conclusion de ce qu'on a parlé depuis le début, donc c'est-à-dire quel mindset quelqu'un doit avoir, surtout dans l'immobilier, quel mindset, ou même dans peu importe quel business, mais quel mindset un mec doit avoir, en fait, quelle idée d'entreprise un mec doit avoir pour faire évoluer son entreprise. Déjà, il y a un truc qui est important lorsque tu entreprends, c'est déjà, je vais te donner une clé. Une clé qui est déjà de rencontrer un maximum de personnes. J'avais suivi une formation justement et mon mentor il m'expliquait que si tu as moins de 5 nouveaux contacts dans la semaine, ton business est en danger. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui a un business, qui a parlé de son business à moins de 5 personnes dans la semaine, son business il est en danger. Un business qui prospère, c'est 100 nouveaux contacts dans le mois. Donc ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que si tu te lances dans un business, il faut qu'un maximum de personnes soient au courant de ce que tu fais. Comment ça se fait que ton voisin, il connaît pas ton métier? Comment ça se fait que ton oncle, ta tante ne sait pas ce que tu fais? Comment ça se fait que tes amis d'enfance ne savent pas ce que tu fais? Il faut qu'un maximum de personnes puissent savoir ce que tu fais et automatiquement, ils vont penser à toi. Il faut pas se dire que ouais, je l'ai trop dit. Non. Il faut tout le temps en parler, rabâcher. Et au bout d'un moment, ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai que Gérald m'avait dit que c'était dans l'immobilier, c'est vrai que j'avais entendu tout ça et tout. Et franchement, voilà, parler de ce que l'on fait. Après, on aura le temps de donner d'autres conseils. Je pense qu'on a déjà donné énormément de valeur là dans ce podcast. Je pense qu'on en a fait pas mal. On a donné énormément de valeur. Franchement, Jonathan, c'est juste une tuerie. Et je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on puisse terminer ce podcast.
Alors j'ai pensé à une chose, mais après je pense que ça va faire un peu long. Ouais. Ça va faire un peu long, mais ce que je peux dire aux gens qui écoutent ce podcast et qui vont écouter ce podcast, restez focus sur l'idée d'entreprise. Faut savoir que des fois, vous allez tomber sur des choses, surtout dans l'immobilier. Donc je pense que toi aussi t'es passé par là, des choses qui ne vous plaisent pas. Vous allez peut-être parfois perdre de l'argent. Vous allez peut-être pas en gagner. Des fois, tu vas manger du pain noir. Ouais. Mais tout ça, c'est pas grave parce que derrière, il y a que quelque chose de plus beau derrière. Faut savoir que, je pense que moi aussi, je suis croyant. Dieu, il a mis des épreuves avant que tu réussisses. Et moi, je pense que même la vie est une épreuve et même l'entrepreneuriat est une épreuve. Donc, c'est-à-dire que si tu arrives à tenir le bon bout, à manger des patates, parce que moi, avant de gagner de l'argent, faut manger du charbon. Faut manger du charbon. Faut manger du charbon, travailler, pas compter ses heures, etc. Bon, là, aujourd'hui, je travaille un peu moins. Mon travail, il est plus efficient parce que maintenant, je suis expert, on va dire, à peu près, entre guillemets, dans mon domaine. Et, derrière, c'est ce qui fait que je travaille un peu moins. Mais au début, avant de devenir expert, j'ai dû en manger, j'ai dû manger des cours, j'ai dû écouter, j'ai dû apprendre, j'ai dû faire tout ça avant de gagner mes premiers sous. C'est pas arrivé avant 2-3 ans. C'est souvent les gens, tu sais, ils vont se dire que vas-y, je deviens entrepreneur. Vas-y, au bout du premier mois, deuxième mois, tac, boum, il y a l'argent. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, si tu veux, derrière, c'est que la première année, tu vas perdre de l'argent. C'est ça. Tu vas faire peur aux gens, là. Voilà, mais c'est ça. Mais mais faut qu'on parle de la réalité. Faut qu'on parle de ça. Tu vas rester focus. Donc, la première année, tu vas perdre de l'argent. Et après, derrière, la deuxième année, tu vas devenir un peu un expert de ton domaine. Et c'est la troisième année que derrière, en fait, que tu vas avoir les fruits de ton boulot et que ça va commencer à rentrer avec fluidité. Mais souvent, les gens, ils abandonnent la première année. Ils disent que c'est pas fait pour eux. Alors que non, il faudrait qu'ils restent focus. Pourquoi une banque, souvent, demande 3 bilans? Moi, c'est un banquier qui me l'a dit. C'est pour ça que, du coup, je réfléchis autrement aussi maintenant. C'est que pourquoi il demande 3 bilans? Faut savoir que quand t'es en entreprise, tu veux faire un emprunt, la banque, elle te demande 3 bilans. Mais pourquoi? Pourquoi elle prend mes 3 derniers bilans? Et quand je suis salarié, il prend mes 3 derniers bulletins de salaire. Pourtant, ce serait plus logique de prendre le dernier bilan. Je sais pas ce que je veux dire. Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en gros, ils regardent l'évolution aussi de l'entreprise. Donc, ils vont pas se fier au dernier bilan. Moi, après, bon, ça dépend des banquiers, personnellement. Mais le banquier m'a dit, voilà, moi, en fait, je me fie par rapport à ce que le mec, il a fait dans son entreprise. Peut-être qu'il aura un bilan négatif la première année. Et c'est ce qui arrive souvent. Parce que le mec se lance. Donc, il a beaucoup de frais. Après, les frais s'amortissent la deuxième année. Donc, si tu veux, peut-être, je sais pas, je te prends d'un exemple comme moi, l'achat de formation, s'informer, le temps de perdre un peu de sous, etc. Voir, tu vois. Et après, la deuxième année, ça commence à rentrer, il commence à devenir expert. Et la troisième, ça devient... C'est ça. Ça devient un leader, tu vois. Le mec, il est là, il est à fond, tu vois. En tout cas, pour celui qui a duré qui a tenu. Faut savoir que toutes les success stories, les gens sont pas arrivés du jour au lendemain comme ça. Ouais. Après ça, c'est encore une fois, à force de regarder les success stories sur Internet, les gens à chaque fois, en fait, ils ont l'impression que ces gens. Mais c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. C'est-à-dire que même avant que nous-mêmes on soit là, assis ici, c'est énormément de travail. De préparation, c'est du temps qu'on doit mettre à part, c'est du temps où justement on va pas faire un rendez-vous client, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes. Je pense qu'aujourd'hui on a apporté un maximum de valeur. On va enchaîner, je crois. On va enchaîner. On va en tourner d'autres. Il y aura aussi des invités. On n'a pas encore de nom pour notre podcast, mais on va y réfléchir. Si toutefois vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on reste ouvert. En tout cas, on vous remercie. On vous remercie en tout cas pour ce temps que vous avez passé avec nous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à rebondir sur des choses qu'on a pu échanger avec vous, en tout cas aujourd'hui. Le but, c'est d'apporter un maximum de valeur. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Ok, donc, super. Est-ce que tu as un autre mot à Non, moi dire, c'est bon, c'est terminé. Moi, ça y est. Ok. Allez, tchuss à tout le monde. Ciao. Bye bye. Ciao.